Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est la deuxième fois qu'il nous est donné de vous proposer le destin d'un exilé tchécoslovaque, d'un de ces hommes qui se battirent pour l'avènement du communisme dans leur pays et que les circonstances condamnèrent à l'exil. Le premier fut, vous vous en souvenez peut-être, Arthur London, un des rares rescapés du procès Stansky et auquel Yves Montand prête son visage dans le fameux film de Costa Gavras, L'Aveu. Le second, eh bien, le second se trouve ici avec nous ce soir dans notre studio. Depuis son adolescence jusqu'en 1968, c'est-à-dire jusqu'à ce jour d'août 1968 où les chars soviétiques entrèrent à Prague, Jiří Pelikan devait participer de manière très étroite à la vie du Parti communiste tchécoslovaque, occupant d'ailleurs des postes importants à l'intérieur et à l'extérieur de ce parti, dont ceux de président de l'Union internationale des étudiants et plus tard de directeur de la télévision tchécoslovaque. Jiří Pelikan, eh bien tout d'abord, bienvenue dans notre studio. Vous vivez donc aujourd'hui en exil à Rome et notre émission montrera entre autres comment vous êtes devenu député italien au Parlement européen de Strasbourg. Comme destin, il faut le reconnaître, ce n'est pas banal. Mais chaque chose en son temps et pour l'instant, je vous propose de regarder ensemble l'évocation de votre carrière jusqu'en 1968, telle que Françoise Zellofer et Elisabeth Brindisi l'ont retracée. 1968, la presse internationale assiste au printemps de Prague. J'aimerais vous accueillir à la TV tchèque en tant que journaliste, mais j'aimerais aussi vous parler en tant que député du Parlement et exprimer notre satisfaction de vous voir ici en Tchécoslovaquie. Vous montrez ainsi votre intérêt au récent développement de notre pays. Il y avait une tragédie de notre système que l'ancienne direction du parti a essayé systématiquement de créer un fossé entre les intellectuels et les ouvriers. C'est pourquoi aussi, après les événements, la première réaction des ouvriers était un peu, on peut dire, réservée. Né à Olomouc, petite ville de Moravie en 1923, Jiří Pelikan est le troisième enfant d'une famille issue d'un milieu relativement modeste. Il se souvient de l'intelligence spontanée de sa mère, de son bon sens, de son goût pour l'honnêteté et la vérité. Son frère aîné, qui deviendra médecin, aura une grande influence sur lui au moment de son adhésion au Parti communiste. Son père, artiste de talent, est l'un des rares sculpteurs de Moravie. Il se monte une bibliothèque fort riche, elle fait une large place à la littérature française, qui sensibilise Jiří Pelikan aux problèmes sociaux. Très jeune, il découvre l'œuvre de Goya, celle de Daumier, qu'il met en parallèle avec la misère qu'il côtoie chaque jour dans la rue. Alors que lui-même ne manque de rien, certains de ses camarades de classe ne mangent pas toujours à leur faim et lui demandent parfois un morceau de pain. La génération de Jiří Pelikan, qui est aussi la mienne, a été marquée finalement par trois facteurs principaux qui ont défini notre attitude et notre idéologie, ce que les Allemands appellent la Weltanschauung. Tout d'abord, le système démocratique dans lequel nous vivions était incapable de résoudre la crise économique qui touchait tous les pays. En second, la montée du fascisme aboutit, comme l'on sait, à l'envahissement de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie. Enfin, la grande révolution d'octobre en Russie avait engendré une véritable mystique et l'on était persuadé qu'une nouvelle société allait s'épanouir. Voilà les trois éléments qui furent déterminants pour notre génération et qui incitèrent la plupart d'entre nous à devenir communistes. Né en 1918 du démembrement de l'Empire austro-hongrois, la République tchécoslovaque est fondée par un philosophe démocrate, Masaryk. Il fait de son pays une démocratie avancée. En 1921, le Parti communiste tchécoslovaque est fondé en toute légalité. Le pays est fortement industrialisé, nanti d'une classe ouvrière bien organisée, mais qui n'est pas épargné par la crise des années 30.
20 ans plus tard, 1938, les accords de Munich sonnent le glas de la République. Devant la menace qu'Hitler fait peser sur l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Italie, alliés traditionnels de la Tchécoslovaquie, abandonnent le pays à l'Allemagne. La République démembrée devient protectorat allemand. Une partie de la population collabore, d'autres font semblant ou se taisent. Édouard Beneš, successeur de Masaryk, capitule sans combattre et part en exil. Dans la clandestinité, la résistance s'organise. Le Parti communiste y participe activement. Jiří Pélikan y adhère, il a 16 ans, il veut lutter contre l'occupation nazie, ainsi que beaucoup de jeunes, dont Otachik, qui deviendra plus tard un économiste célèbre. Nous avons imprimé des tracts, nous les avons distribués, nous avons vraiment cru pouvoir faire quelque chose contre l'occupation hitlérienne. Mais nous avons été emprisonnés. Alors vinrent de longues années de camps de concentration. Dans les camps, les communistes illégaux étaient également très actifs. Moi, je suis sorti du camp en communiste convaincu. Je donne cet exemple car c'est ainsi que beaucoup de jeunes gens ont adhéré aux jeunesses communistes pour des raisons économiques et sociales. Par la lutte de libération nationale, ils sont ensuite entrés au Parti communiste. Arrêté une première fois par la Gestapo, Jiří Pélikan, recherché à nouveau, échappe de justesse au camp de concentration en 1941. Grâce à l'aide de ses parents, il trouve refuge dans un petit village reculé où il se cache sous une fausse identité jusqu'à la fin de la guerre. En représailles, les nazis déportent ses parents dans des camps de concentration. Sa mère y meurt quelque part en Europe centrale en 1942. 11 février 1945, Russes, Américains et Anglais se partagent l'Europe. Ce sont les accords de Yalta. Ils lancent l'offensive générale. Au terme de ces accords, c'est à l'armée russe qu'incombe la mission de libérer Prague. Le 9 mai 1945, l'armée soviétique entre dans Prague où une insurrection populaire a éclaté. Jiří Pélikan, tout comme les autres communistes, est sorti de la clandestinité. La population délirante de joie accueille les Russes en libérateurs. Le général Svoboda, héros de l'Union soviétique, chef des volontaires tchécoslovaques qui ont participé à la libération du pays. Le président Beneš rentre d'exil et va former un gouvernement composé de communistes et de non-communistes. Pas pour longtemps, en 1948, c'est le coup de Prague. Le Parti communiste prend seul le pouvoir, appuyé par une bonne partie de la population. Le président Beneš se retire. Le premier secrétaire du Parti communiste, Clément Gottwald, prend la tête du gouvernement. Mais bientôt, l'enthousiasme cède le pas à la terreur. Le Parti communiste liquide ses adversaires par tous les moyens. 60 000 personnes doivent s'exiler. En 1948, quand nous étions tous à Prague, les camarades de M. Pélikan ont pris pouvoir, c'est-à-dire les communistes. Et nous, les libéraux, les socialistes, les démocrates, nous sommes quittés le pays, ou bien il y avait du pire. Je me souviens toujours de cette histoire qu'on m'a racontée, pas Pélikan, mais un ami à lui, pendant le purge, dans les années 50. On est entré dans un bureau, il y a une chaise vide. Votre collègue n'était plus là. On n'a jamais posé la question à ce monsieur. On n'a pas vu. La chaise était vide, c'était ça. Jiří Pélikan soutient la ligne de son parti. En 1948, aussitôt après la prise du pouvoir par les communistes, il est élu député de l'Assemblée nationale dont il est le plus jeune membre. Il vit désormais à Prague où il s'est inscrit à l'université. Arthur London, alors vice-ministre des Affaires étrangères, se souvient. C'est un jeune député, très populaire, très connu. Il venait du mouvement de la résistance. Les dernières années, c'était un des plus jeunes, très dynamique, très populaire parmi la jeunesse, très connu et très actif. Jiří Pélikan, qui est entre autres secrétaire des étudiants communistes, participe aux décisions prises concernant l'université. Depuis 1948, de très nombreux étudiants sont exclus des facultés ou emprisonnés pour des raisons politiques.
1948, of course, was supposed to be the culmination to implement the whole idea. Nous pensions pouvoir nous réaliser et notre enthousiasme atteignit son point culminant en 1948. Mais après cette date, ce n'est d'ailleurs pas sans intérêt, le doute a commencé à naître dans nos esprits. Cette déception ne s'est pas manifestée d'un seul coup. C'est peu à peu que nous avons perdu nos illusions. Bien sûr, personne ne l'admettait à l'époque. Parfois même, certains ne s'en rendaient pas compte. Mais progressivement, nous tous qui nourrissions d'immenses espoirs, qui étions persuadés que tout irait pour le mieux, nous nous sommes mis à douter, à perdre confiance. Et cet état d'esprit a conduit aux événements dont nous avons été témoins en 1967-68. Il ne s'est donc pas agi d'une éruption soudaine, mais d'une lente évolution que chacun a ressentie en soi-même, certains plus tôt, certains plus tard. 1952. Rudolf Slansky, Premier ministre adjoint, ainsi que 14 co-inculpés, sont accusés de complot contre l'État. Parmi eux, Arthur London. Tous les accusés sont de vieux militants et des responsables du parti. Le procès est truqué, l'antisémitisme affiché. Les accusés, qui ont été torturés, ont dû apprendre par cœur leur déposition. Voici l'interrogatoire de Slansky, l'accusé principal, un document passé clandestinement à l'Ouest. Že jsem vešel ve spojení a ve styk s představitelem angloamerických imperialistů a jejich výzvědné služby Kony Zyliakusem, který se vměšoval do vnitřních záležitostí Československa. Prosím o otázku. Obviněný Slánský, jak se stalo, že jste se vy, který byl 30 let členem komunistické strany Československa, nakonec dostal do služeb imperialistů a stal se organizátorem a hlavou styku proti Lidově demokratické republice Československa? Abych to vysvětlil, chci uvést nejprve několik slov o svém původu a o počátcích své politické činnosti. Přišel jsem do dělnického hnutí jako člověk buržázního původu. Můj otec byl zámožným vesnickým obchodníkem. Vyrůstal jsem v prostředí obchodnické rodiny. Le quatrième jour, Jiří Pélikan assiste au procès. Pourquoi Jiří Pélikan n'a-t-il pas protesté lors de votre procès? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il a fait. Pélikan appartenait, comme beaucoup de ses congénères comme moi-même, à une génération qui avait la foi inconditionnelle en Union soviétique, la foi inconditionnelle dans le parti, la foi inconditionnelle à Staline, et qui croyait inconditionnellement à tout ce qu'on leur disait, tout ce qu'on faisait. C'était une période très dure. 50 ans, le stalinisme en Tchécoslovaquie, c'était pas une petite chose. On pendait, on arrêtait, on mettait des gens en prison, on détruisait la famille. Ce que Pélikan a fait, s'il a fait assez ou pas assez ou plus, ou tout ce qu'il faut, je ne peux pas vous répondre. Je peux vous dire une chose, qu'en 1956, j'étais parmi les premiers réhabilités. J'ai rencontré Pélikan en Bulgarie. J'étais envoyé pour me reposer de mes 5 ans de prison. La première chose que Pélikan m'a dit, raconte, dis-nous comment cela était possible, comment cela s'est passé. Et à ce moment-là, vous savez, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas entendre, ou qui n'aimaient pas qu'on leur dit, qui n'étaient pas très curieux. Mais Pélikan voulait. Il n'était pas de ceux-là qui ne voulaient pas savoir. Il voulait tout savoir, tout connaître, comprendre comment les choses se sont passées, comment c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé. Un an après les grands procès, en 1953, Jiří Pélikan est nommé secrétaire de l'Union internationale des étudiants, l'UIE. Privilège rare, Jiří Pélikan voyage dans le monde entier et rencontre une foule de personnalités. Le 6e Festival du monde de la jeunesse et des étudiants s'est ouvert au stade central Lénine à Moscou. 70 000 jeunes gens de l'Union soviétique et 30 000 délégués étrangers représentant 49 pays ont pris part au défilé qui inaugurait ces Jeux. L'Union internationale des étudiants, UIE, est née au sortir de la guerre. Officiellement, l'un de ses buts est d'œuvrer en faveur de la paix. Elle groupe des étudiants communistes de l'Est et de l'Ouest
ainsi que des militants anticolonialistes. Des étudiants occidentaux l'accusent de s'aligner sur les positions soviétiques. À l'ouest, on va jusqu'à insinuer que Pélican serait un agent du mouvement communiste. L'UIE, de son côté, reproche à certaines unions nationales occidentales de soutenir le colonialisme. Le rôle de Pélican devient de plus en plus celui d'un diplomate. Lors du congrès de 56 à Prague, une délégation italienne réclame la libération de 2 syndicalistes emprisonnés. Les délégués ont attendu la fin du congrès pour présenter leurs requêtes. Cette tentative se solde par un échec. Mais pourquoi avoir attendu la fin du congrès pour présenter cette requête? Parce que prenez mémoire de l'année 1956 c'est déjà le dégel en Pologne et en Hongrie, mais la Tchécoslovaquie est encore un régime très stalinien, très dur. Alors je pense, moi et la petite délégation que nous étions, d'être expulsés après cette demande. Au contraire, nous sommes reçus très bien. Pélican nous dit qu'il s'est tard maintenant pour organiser quelque chose, mais de se tenir en contact, qu'il nous donnera des nouvelles. Et alors, je reste assez étonné quand je retourne en Italie. Je dis, bien, aussi à Prague, il y a quelques communistes ouverts, quelques communistes libéraux, au moins un Jiří Pélican. Et vous êtes resté en contact? Oui, et nous avons eu une correspondance, mais je dois dire qu'elle s'est arrêtée après quelques mois. Et alors nous avons pensé que Pélican peut-être était, oui, un communiste ouvert et libéral, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres en Tchécoslovaquie et que peut-être il n'avait pas réussi à faire grand-chose. Février 56, 20e congrès du Parti communiste soviétique. Khrouchtchev dévoile les crimes de Staline. Le rapport Khrouchtchev fera l'effet d'une bombe. En Tchécoslovaquie, Novotny, premier secrétaire du parti, tentera de minimiser les faits. Mais à Prague, des groupes de discussion se constituent spontanément. Jiří Pélican fait partie de l'un d'eux. Damals hat sich auch eine Gruppe gebildet, zu der eben auch Jiří Pélican gehörte. À cette époque, il s'est formé un groupe dont Pélican faisait aussi partie, autour d'un jeune homme qui s'appelait Lukács. Ce groupe émanait d'une institution dont le but initial était de faire de la propagande marxiste. De nouvelles idées y sont nées et s'y sont développées. C'est elles qui furent à l'origine du mouvement qui, 10 ans après, déboucha sur le printemps de Prague. 19 avril 56, c'est à Rome, en revenant d'Égypte, que Jiří Pélican lit le rapport Khrouchtchev dans Le Monde, journal difficilement accessible en Tchécoslovaquie. Le rapport complet est encore confidentiel dans les pays communistes. Pour nous, c'était des informations très importantes. Jiří Pélican entrait en contact avec d'autres personnes et d'autres informations. À cette époque, tout était encore très sévèrement bloqué et filtré. Et je crois que toutes les informations que Pélican nous apportait de l'extérieur furent pour nous très stimulantes pour le développement de nos idées nouvelles. Entwicklung neuer Ideen. « 56, insurrection à Budapest. C'est la fin du premier dégel. Face à l'ampleur de la répression, les étudiants de l'Ouest demandent à l'UIE de prendre position. Une commission d'enquête internationale d'étudiants, dont Jiří Pélican fait partie, se rend en Hongrie. Son rapport n'approuve pas l'intervention russe, mais ne critique pas non plus l'Union soviétique. C'est déjà trop, les étudiants soviétiques le refusent. L'UIE garde le silence sur les événements de Hongrie. Les étudiants des pays de l'Est adhèrent souvent à l'UIE par opportunisme. Mais Jiří Pélican côtoie également des étudiants sincères, algériens ou tunisiens par exemple, qui luttent pour l'indépendance de leur pays. Pélican entretient aussi des relations amicales avec des étudiants non communistes comme Bettino Craxi. J'ai eu l'image d'un homme flexible, diplomatique, constant, plutôt méthodique et constant. Et on l'a vu après, c'est un homme qui n'abandonne pas.
Qu'est-ce que vous appelez constant? C'est-à-dire qui a une méthode de principe, défense de principe, sa ligne, avec calme, patience et continuité. Le secrétariat de l'UIE, financé avant tout par l'Union soviétique, est à Prague. Il distribue alors des centaines de bourses à des étudiants du tiers-monde. Il édite une revue en 6 langues et prend position sur des problèmes d'actualité. Un ancien étudiant lausannois y a travaillé 1 an en qualité de rédacteur au journal. Je me suis trouvé donc à Prague en 1961 au moment de la construction surprise du mur de Berlin et je pense qu'on peut le citer comme exemple de l'ambiance de travail au sein de l'UIE à ce moment-là. Lorsqu'il a fallu se réunir le lendemain de l'annonce de la construction de ce mur, il est évident qu'on commençait par demander l'avis des représentants des étudiants soviétiques pour savoir quel était le sens à donner au communiqué qu'on allait publier. Voilà un peu l'ambiance de l'époque. Pour le gouvernement de l'Allemagne de l'Est, le mur est destiné à empêcher les espions et les saboteurs venus d'Occident de pénétrer chez eux. Pour la population, la réalité est autrement plus douloureuse. Et là, c'était une fourmilière, l'Union internationale des étudiants, de plus de 70 étudiants venant de plus de 40 pays différents. 1961, c'est l'année où on a un enthousiasme énorme à l'égard de Cuba, si bien que c'est les Sud-Américains qui tenaient la vedette de cette maison tout en hauteur où sans arrêt les gens passaient, venaient discuter. Il y avait donc une vie très intense au niveau de la relation et de la discussion. Nous avions, je crois, une admiration très franche pour lui. C'était un personnage qui dégageait un certain magnétisme. J'ai souvenir de l'avoir rencontré aussi bien dans un escalier, un couloir que lors de réunions officielles. Et j'ai toujours été impressionné par sa manière très décidée de parler. Ça donnait l'impression d'être quelqu'un qui était un combattant de première ligne, qui était convaincu par tout ce qu'il disait, et il avait une position de communiste extrêmement nette et claire vis-à-vis des autorités de l'époque. Il avait une position très appréciée, puisque nous avons pu constater lors d'une réception chez le président de la République d'alors, qui était le camarade Novotny, Jiří Pelikan était traité comme un ami par le président de la République tchécoslovaque. Et comment vivait-il? Bien, il vivait comme nous autres à Prague en 1961. Nous étions traités comme membres d'une organisation internationale. Nous avions un statut privilégié. Je crois que c'est évident pour les gens qui ont pu passer à Prague à l'époque. Il y avait très peu de voitures. Nous disposions dans notre organisation de grandes voitures occidentales. Elles étaient d'autant plus remarquées. Et chacun avait la possibilité de pouvoir vivre d'une façon privilégiée. Et là, je dois dire que nous n'étions absolument pas critiqués par le président Pelikan, qui lui-même était, je crois, très sensible au luxe et au goût des honneurs. Printemps 62, Novotny, premier secrétaire du parti, accède également à la présidence de la République. Depuis 1 an, Jiří Pelikan est soupçonné de complot. L'affaire n'a pas de suite. Un vent nouveau souffle en Union soviétique. La Tchécoslovaquie est plongée dans une grave crise économique. Devant le danger, Novotny va mettre en place quelques hommes plus ouverts. Jiří Pelikan devient directeur de la télévision, une charge importante mais surveillée de près par le parti. Comment trouviez-vous Jiří Pelikan? Je ne sais pas quoi dire tellement, mais c'est quelqu'un qui est en tout cas très très antipathique. Pourquoi? Parce que, comme tous les autres, il fait partie du système, quoi. C'est tous des pourris, les gens mis en place par je ne sais pas qui. Et puis,
qui sont là tout le temps. Voilà. Mais de quelle manière? Mais on les nomme. Quoi. Ce qui veut dire, ça doit être déjà quelqu'un sûr. C'est-à-dire qui donne des garanties à l'État, qui ne fasse jamais quoi que ce soit, ce qu'on ne leur donne pas, je veux dire. Et comment vivaient-ils? C'était tous des nouveaux princes. Quoi. Ils ont chassé les anciens, ils les ont remplacés eux-mêmes. Puis ils avaient des bagnoles, des villas. Enfin, ils pouvaient voyager. Ils avaient tout. Quoi. Et vous? On n'avait rien. On pouvait juste se taire, c'est tout. Pourtant, Pélican ose engager un chanteur très populaire, jusqu'à leur mise au banc de la télévision. War in den 40er und Anfang 50er Jahren war ein prominenter kommunistischer Funktionär. Dans les années 40 et au début des années 50, il était un éminent fonctionnaire du Parti communiste. Évidemment, mes vues étaient diamétralement opposées. Je dois dire très franchement qu'à cette époque, je ne lui aurais pas serré la main. Probablement, il ne l'aurait pas fait non plus. Mir wahrscheinlich auch keinen geben. Exclu de l'université pour avoir critiqué Staline, Jiří Popper fut condamné à 3 ans dans les mines d'uranium. Il dut s'expatrier en Allemagne de l'Est pour faire carrière. Ich habe ganz einfach festgestellt, j'ai tout simplement pu constater que tout s'arrangeait soudain. Tout ce qui avait été impossible jusque-là est devenu possible. 2 ans plus tard, j'ai même obtenu ma propre émission régulière de télévision. Toute l'atmosphère a changé, et je dois dire dans un sens positif. Ich möchte sagen, zum Guten geändert. Sous l'impulsion de son nouveau directeur, malgré des moyens techniques rudimentaires, la télévision tchécoslovaque produit de nombreuses émissions de qualité. Certaines d'entre elles remportent des distinctions, à la Rose d'Or de Montreux par exemple. Jiří Pélican s'assure la collaboration d'autres artistes de talent menacés par le régime, comme Vladimir Skutina, qu'il soutient malgré les protestations du parti. Já jsem s československou televizí začal pracovat hned na počátku, v roce 1953. J'ai commencé à travailler avec la télévision tchécoslovaque dès le début, en 1953. Mais j'ai toujours eu des difficultés parce que je n'étais ni communiste, ni chez les communistes. Ils m'ont rapidement licencié. Après, il y a eu des événements plus sévères. J'ai eu un conflit avec le président Novotný. Já jsem se dostal do konfliktu s prezidentem Novotným. Řekl jsem, nebo měl jsem říct, že prezident Novotný je vůl, a šel jsem za to do vězení. J'ai dit, ou plutôt je suis censé avoir dit que le président Novotný était un con, ce qui m'a amené en prison. Quand je suis sorti de la prison, Jiří Pélican était déjà le directeur de la télévision tchécoslovaque. On m'a interdit de travailler, mais lui, sous sa responsabilité, m'a engagé et je suis devenu en quelque sorte un employé illégal sous le patronat de Jiří Pélican. Je ne le connaissais pas avant, quand il était à l'Union internationale des étudiants seulement de nom. J'ai entendu de lui les pires choses, comme tout le monde. Mais pendant la période de ma collaboration avec lui à la télévision, c'était le meilleur des directeurs que j'ai jamais connu. Jiří Pélican est en relation constante avec le pouvoir. L'un des buts de Pélican est d'établir un dialogue entre la direction du pays et les citoyens. Il lance de nouvelles émissions. Le public, par exemple, voit pour la première fois ses ministres à l'antenne. La série, qui remporte un succès, est rapidement supprimée sur ordre du comité central. Les dirigeants font piètre figure devant la caméra. Pélican n'en continue pas moins sa politique d'ouverture. Mais il est pris sans cesse entre deux feux, le public qui plébiscite ces nouvelles émissions et le parti à qui il doit rendre des comptes. Lorsque des émissions soulèvent des critiques, Jiří Pélican affronte directement la colère du comité central, affaiblissant du même coup l'influence des censeurs installés à la télévision.
Dans tout système communiste, il y a deux sortes de censure. L'une est institutionnalisée. Chaque bureau, chaque média a ses censeurs qui travaillent par équipe et pas une page ne leur échappe. Vous ne pouvez diffuser ou publier quoi que ce soit s'il n'y a pas le tampon de la censure sur le document. La seconde censure, évidemment, ne se voit pas. C'est la censure silencieuse. Chacun sait qu'il y a un appareil du parti, un dispositif de sécurité qui fonctionne et observe exactement tout ce qui se passe. Si vous êtes journaliste, reporter ou écrivain, vous risquez toujours de perdre votre job ou d'avoir des ennuis encore plus graves si vos problèmes se répètent. Il y a donc une censure aussi complète que possible dans ce système. Par ailleurs, vous bénéficiez d'une certaine aide. Ce n'est pas que vous soyez soutenu ou guidé dans vos actions, mais vous n'avez pas trop peur parce que vous savez que quelqu'un au-dessus de vous jouera le rôle d'amortisseur. Et en ce sens, Jiří Pelikan était fantastique, parce qu'on savait justement qu'il prendrait fait et cause pour vous et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que vous n'ayez pas trop d'ennuis. Défendant ainsi ses journalistes face au pouvoir, Pelikan courait-il des risques? Oui, durant ces années, beaucoup, car il fallait veiller attentivement à ne pas aller trop loin. Si c'était trop flagrant, on était immédiatement écarté. Il s'agissait d'une part d'être sur ses gardes, mais d'autre part d'avancer continuellement à petits pas. Tout le mouvement de réforme qui se développait était dangereux. Nous étions à la limite de la légalité. Les formes étaient semi-illégales. Ce désir de changement se manifeste un peu partout. Otachik élabore un projet de réforme économique que Novotny tente aussitôt d'enterrer. Mais en 1966, Otachik, devant le congrès du parti, demande, sur la base de ces réformes, plus de liberté. Novotny est figé face à l'ovation de la salle. Brejnev reste de marbre. Janvier 68, Dubček prend la tête du parti. Novotny est mis en minorité par les réformateurs. Pour les masses médias, cette élection représente un progrès décisif dans le sens d'une libéralisation. Ich habe also selbst eine Versammlung von Journalisten zusammengerufen. J'ai moi-même convoqué une assemblée de journalistes. 2000 ont répondu dans une grande salle à Prague. C'était en février. Lors de cette réunion, je leur ai dit la vérité, tout simplement. Quelle était la situation économique, politique? Quel était le degré de corruption? Par quels moyens on déformait la vérité? Quelles étaient les preuves de la misère économique tchécoslovaque? Ils ont eu ainsi la preuve de tous ces faits dont ils se doutaient. Et c'est là que les journalistes ont pris la décision de dire désormais la vérité ouvertement et de ne plus se laisser censurer. Avril 68, Novotny, premier secrétaire du parti, annonce sa démission. Il est remplacé à la tête de la République par le général Svoboda, héros de la dernière guerre. Le mouvement de démocratisation se poursuit, soutenu activement par les masses médias. Compris très tôt par les intellectuels et la jeunesse, le mouvement gagne finalement des travailleurs. Un peu partout, le débat s'instaure. Pokud jde o poslední dotaz, který mi soudruh inženýr Hanzelka tak blahovolně přenesl na bedra. Le professeur Eduard Goldstücker, nouveau président de l'Union des écrivains. Dans une interview diffusée au téléjournal de Prague, il est le premier à saluer sur l'antenne les changements survenus.
À partir de cette date, la TV ouvre largement ses programmes aux débats qui se déroulent dans les usines, à l'Académie des sciences ou dans les coopératives agricoles. Tout le monde est invité à y participer. Les problèmes concernant la vie politique, économique et culturelle sont discutés avec passion et souvent retransmis à la télévision. Pélican choque souvent par là la tendance orthodoxe du parti, mais le public, lui, suit ses émissions avec passion. Leur taux d'écoute dépasse bientôt celui des sports ou des variétés. Smerkovski, vieux communiste d'avant-guerre, condamné en 1951 puis réhabilité, s'engage dans de nombreux meetings. Membre du bureau politique, il raconte au public, à la jeunesse, ses espoirs de jeune communiste, puis ses déceptions, et pourquoi malgré tout, il croit toujours au socialisme. Il explique la possibilité d'un renouveau profond. La plus vaste salle de Prague est archi-comble. Après 20 ans de pouvoir communiste, le public veut connaître la vérité. Otachik expose à la télévision la situation réelle de l'économie dans une série d'émissions qui resteront célèbres. Verik, un comédien de renom. Parmi les émissions populaires, Verik, interviewé par Skoutina, réalise une série d'entretiens politiques pleins d'humour. On n'avait jamais vu un comédien, non communiste de surcroît, s'exprimer sur des questions d'actualité. At the end of 1967 and in 1968, with all these restraints falling and coming down. À la fin des années 67-68, lorsque toutes nos entraves furent levées, cela devint fascinant d'organiser les programmes de la télévision. On essayait de rattraper les 20 années passées. Imaginez un peu les émissions qu'on pouvait réaliser. Et c'est là que des personnes comme Jiří Pelikan furent d'un formidable secours. Il y avait encore des sujets brûlants auxquels les gens en poste n'osaient pas trop toucher. Et c'est de nouveau grâce à Pelikan que les reporters, les producteurs et les réalisateurs purent quand même élaborer ce genre de programme. Certains de ceux qui avaient été réalisés trop tôt devaient être mis de côté et ne furent présentés que par la suite. Mais ils étaient déjà préparés, ce qui n'aurait pas été le cas si au départ des Jiří Pelikan n'avaient pas permis qu'on les fasse. Printemps 68, conférence de presse, la télévision Romandie assiste. Voici l'interview que Jiří Pelikan accorde à Guy Ackerman. Je voudrais dire que la télévision, avec la radio et la presse, joue un rôle décisif dans les événements actuels en Tchécoslovaquie, parce qu'ils ont apporté tous les événements dans les départements les plus éloignés. Parce que chez nous, presque chaque famille a une poste de télévision, de radio, et étant donné que les informations politiques ont été, dans certaines régions, bloquées par des responsables politiques, c'est la télévision et la radio qui ont apporté ces problèmes jusqu'aux citoyens normaux et qui les ont laissé comprendre de quoi il s'agit, et aussi de participer à ce mouvement politique. Et je pense que le sens de ces événements, ce n'est pas la révolution contre le socialisme, mais au contraire, c'est la renaissance du socialisme, c'est de donner au socialisme le vrai sens du mot pour lequel nous sommes battus pendant la guerre et après la guerre. Et ne craignez-vous pas, éventuellement, une réaction négative de l'Union soviétique? Ah, c'est une question ouverte, évidemment, mais personnellement, si je veux exprimer mon opinion personnelle, je ne crois pas. Parce qu'après les événements, je pense avec la Yougoslavie et la Hongrie, la Roumanie, etc., que l'Union soviétique est assez sage pour savoir qu'une intervention n'importe quelle pourrait seulement compliquer les choses. Et je crois qu'ils nous laisseront faire, régler les choses intérieures d'après notre goût et notre décision. À la fin du mois de mai, des manœuvres des armées du pacte de Varsovie se déroulent en Tchécoslovaquie, soulevant une vague d'inquiétude dans le pays. Pour tenter de trouver un compromis, Dubček va rencontrer Brejnev et ses alliés à 2 reprises. La deuxième rencontre à Bratislava débouche sur un communiqué d'une stricte orthodoxie communiste. Jiří Pelikan demande alors à ses journalistes de s'abstenir de critiquer l'Union soviétique afin de sauvegarder un compromis que l'on croit encore possible.
Malgré les accords officiels, en Tchécoslovaquie règne une certaine nervosité. Pendant ce temps se prépare le 14e congrès du Parti communiste tchécoslovaque qui va officialiser une nouvelle voie vers le socialisme. À Paris, Arthur London vient d'achever son livre L'aveu, où il raconte l'horreur de son procès stalinien. Je suis retourné avec ma femme à Prague pour apporter à l'Union des écrivains tchécoslovaques mon manuscrit L'aveu. Et on était attendu par Pelikan, on avait déjà le contact avant avec lui. On était attendu dans son bureau, on est arrivé le soir à Prague. Et il nous a accueillis avec une bouteille de vin blanc de Moravie du Sud, très fraternellement. On a commencé à parler. Et c'est lui qui nous a mis en oreille un peu, si on peut dire ça, les premiers sons des glas. Il ne savait pas que c'est les glas, et nous non plus. C'est lui qui nous disait, je regrette ce soir, je ne pourrai pas être avec vous, on se verra demain, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en US. Il y a le comité central qui est réuni depuis 22 ou 24 heures, et il n'y a rien qui passe. On ne sait pas, c'est la première fois que ça arrive. Et ce soir, avec d'autres amis et camarades, on a convenu, on se retrouve tous au comité central pour savoir, s'il y a quelque chose pour apprendre, s'il y a quelque chose à apprendre. Alors, excusez-moi pour ce soir, ça sera pour demain matin. La nuit, les tanks étaient déjà, quand Pelikan nous disait ça, ils ne le savaient pas, ils étaient déjà à la frontière. « 20 août 68, les forces du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie. Kteří o agresi věděli už v 8 hodin předchozího večera. Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic. Prague est occupée par les soviétiques. La population descend dans la rue. Quelque chose, c'est fini maintenant avec l'amitié tchécoslovaque soviétique. Ils sont les salauds, ils nous ont occupés tout à fait bestialement. Et tout le peuple tchécoslovaque est tout à fait uni avec la démocratie. Et nous ne voulons plus les riches, nous ne voulons plus les occupants, nous ne voulons plus les soviétiques. L'aéroport est déjà occupé. L'émetteur principal de la télévision à Prague a encore quelques heures à vivre grâce à un petit groupe de personnes qui travailleront jusqu'au dernier moment. Je suis resté un des derniers là, en haut. Les chars soviétiques s'approchaient et j'ai dit « Je crois que c'est notre dernière émission, nous ne nous verrons plus ». Et j'ai fait mes adieux aux téléspectateurs. Nous avons tourné la caméra vers la fenêtre et nous avons vu les chars s'approcher. Les soldats sautaient par terre, se faufilaient et se cachaient derrière les arbres. Je suis descendu de l'émetteur, j'ai pris ma voiture et je suis parti dans l'autre sens. Le 21 août, quand Jiří Pelikan arrive devant l'immeuble de la télévision, les soldats soviétiques l'occupent. Il s'en rend alors au Parlement, qui se trouve en face et dont il est membre. Il y pénètre au prix de 1000 difficultés.
Une session extraordinaire s'y tient. Elle va durer 6 jours et 6 nuits. Les parlementaires y sont pratiquement prisonniers. En liaison téléphonique avec Jiří Pelikan, la télévision s'organise dans la clandestinité. Le studio principal étant occupé, des installations de fortune, des studios secondaires prennent alors la relève. Le 21 août, les émissions clandestines commencent par une condamnation de l'intervention militaire. Quand un studio est découvert, un autre entre en fonction et ainsi de suite, malgré l'absence de moyens techniques. Wir haben auch mit dem Wladimir Škutina und mit dem Blažek und noch mit anderen paar Freunden. Avec Vladimir Škutina, avec Blažek et quelques autres amis, nous avons organisé et animé la télévision clandestine à Prague. Und nachher, wir haben alle geglaubt. Ensuite, nous avons tous cru et espéré arriver à convaincre les Russes qu'ils avaient perdu à Prague. Die Russen zu überzeugen, dass sie in Prag verloren haben. Dass sie zwar militärisch En fait, ils étaient présents militairement, mais avec des tanks, on ne peut pas faire de la politique. C'est ce que nous avons cru à l'époque. Ivan byl původně moc hodnej hoch, bydlel v jedné malé vesnici, my ale potom ho poslali do úplně jiné vesnice někam daleko a on tam chudák musel nechat toho. Partout, la résistance s'organise, coordonnée par la radio. Les journaux sortent, réalisés dans des conditions de fortune. Les dirigeants tchécoslovaques sont enlevés et emprisonnés en Union soviétique. Les Russes mettent aussitôt en place leurs hommes. Malgré cela, le 22 août, à Prague, dans une usine, le 14e congrès du Parti communiste tchécoslovaque se réunit clandestinement. Plus de 1000 délégués, élus démocratiquement, ont répondu à la convocation diffusée par la radio clandestine malgré la présence des chars. Pour s'y rendre, Pelikan, qui est délégué, a quitté le Parlement caché à bord d'une ambulance. Le Congrès élit les nouveaux membres du comité central, dont Jiří Pelikan. Voici le dernier interview de Pelikan, directeur de la télévision. Vous êtes directeur général de la télévision tchécoslovaque. Va-t-elle reprendre son travail normal et serez-vous à nouveau directeur? Oui, je reste directeur général pour l'instant et la télévision va continuer son travail dès que les bâtiments et les studios seront évacués par l'armée soviétique. Je crois que ça se fera déjà dans les prochains jours. On dit que les Russes réclament votre tête. Resterez-vous malgré tout? Le gouvernement vous soutiendra-t-il? Non, je ne crois pas qu'il s'agisse de ma tête dans ce sens-là. Peut-être ont-ils quelques remarques critiques en ce qui me concerne. Mais je crois que ça dépend du gouvernement qui nomme ce genre de fonctionnaires. Et ça dépend de moi. Si je vois que nous travaillons dans des conditions normales, je continuerai. Sinon, je préfère changer de travail. Le 27 août, le président Svoboda, Dubček et son équipe quittent Moscou pour rentrer à Prague. Brejnev leur a imposé une capitulation déguisée. Le 14e congrès est annulé. Jiří Pelikan sera envoyé dans une mission diplomatique à Rome. Dubček s'adresse à ses compatriotes. Sa prejaví nejaká prestávka i v tejto mojej mnohom improvizovanej reči a improvizovanom vystúpení. Myslím, že ma chápete, čím je to vyzvané. Voilà, Jiří Pelikan, ce fut la première partie de votre vie jusqu'en 1968. C'est évidemment toujours délicat que de présenter une émission de télévision, un directeur de télévision, fut-il ancien directeur. Alors, est-ce que vous avez des remarques à formuler, des erreurs à corriger, des compléments à apporter? Non, comme je connais un peu ce métier, bien sûr, je suis
conscient des raisons pourquoi certaines parties manquent. Il manque des parties qui sont très décisifs pour mon développement politique, les années de la résistance, des prisons, mais à l'époque il n'y avait pas des images. Et je crois qu'il y a des petites incorrections, des petites erreurs, disons, biographiques. Par exemple, ma mère et mon père ont été arrêtés en 1942 comme otages quand je me suis enfui devant Gestapo. Et ma mère est morte dans un camp de concentration plus tard, on ne sait pas exactement, vers la fin de la guerre. Mais vous savez, c'est difficile de regarder une partie de sa propre vie, de l'histoire de son propre pays, sans être ému. Alors je pourrais dire à ce moment-là seulement que, bien sûr, sur ces images, on ne pouvait pas encore refléter tout le développement complexe à l'intérieur de chacun de nous. Et je crois que j'accepte, je suis reconnaissant aux amis qui ont des bons mots sur moi. J'accepte aussi des critiques, sauf celles de quelqu'un qui parlait, parce que ça pourrait être une impression que nous avons eu des villas où nous avons mené une vie luxueuse. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, je n'avais pas de villa, je n'avais pas même une voiture. Je vivais d'une manière assez, disons, plus modeste que... On peut dire que maintenant, ce n'était pas le problème. Bien sûr, on était privilégiés par des possibilités de voyage. On avait une autre possibilité que les autres citoyens n'avaient pas. C'est là la critique sur laquelle j'espère que nous allons revenir pendant notre débat. En attendant, je vous propose de découvrir votre vie aujourd'hui à Rome, de votre vie de député, d'écrivain, de journaliste. C'est dans la capitale italienne, à Strasbourg, à Paris notamment, que Françoise Zellofer et Elisabeth Brindisi vous ont filmé. Exclu du Parti communiste tchécoslovaque, déchu de sa nationalité, Jiří Pélikan a demandé l'asile politique en Italie. Il habite à Rome. Sa femme, actrice de renom à Prague, l'a rejoint en exil, sachant combien il serait difficile pour une actrice tchécoslovaque de trouver des engagements à l'étranger. Pour Jiří Pélikan, l'exil n'est pas l'abandon de son combat. Inlassablement, travaillant souvent jour et nuit, il parcourt l'Europe pour exprimer son opposition au régime totalitaire. Sappiamo oggi che questa volontà dell'Occidente non esiste, nonostante che i governi occidentali forniscono armi in gran quantità ai vari regimi dittatoriali del mondo intero. À Rome, il prend la parole au cours d'un colloque international sur l'Afghanistan. Le débat est organisé par Il Mondo Operaio, un journal socialiste. Il réunit les différents courants de gauche, dont Il Manifesto, un journal d'extrême gauche. Mais c'est chez vous qu'il a passé son premier Noël d'émigré? Oui, comme il habitait dans une... Il avait loué une chambre plutôt triste. Sa femme l'avait rejoint. J'étais très contente qu'il ait accepté d'habiter chez moi pendant un mois ou deux, tant qu'il trouvait un appartement. Et comment le voyez-vous aujourd'hui? Bien, je considère que Jiří Pélikan a une qualité qui est très rare dans les émigrés des pays de l'Est. Ce sont les émigrés les plus incommodes, parce que les émigrés qui restent communistes ou socialistes, parce que c'est seulement la droite qui les aime réellement. La gauche, ils représentent pour la gauche un cas de mauvaise conscience. C'est pourquoi, je vous disais avant, on tend à les oublier. Alors, Pélikan ne s'est jamais fait prendre par l'amertume, ni par une intégration. Il n'a pas jamais essayé de devenir, disons, un intellectuel occidental, il aurait pu. Il reste un communiste tchèque du nouveau cours, tenace, qui se bat pour son pays et qui garde une remarquable lucidité d'esprit, un très grand équilibre dans l'analyse de la situation et dans les prévisions. C'est très difficile. Je connais d'autres émigrés des pays de l'Est que la passion emporte. Pélikan a une passion strictement politique.
Mademoiselle, monsieur, bonjour. Coup d'État en Turquie, l'armée a pris le pouvoir, l'état de siège a été proclamé dans tout le pays. Monsieur Pélican, 12 ans après le printemps de Prague, au fond de vous-même, est-ce que vous êtes toujours communiste? Non, je crois que vous avez annoncé des événements d'aujourd'hui qui est le coup d'État militaire en Turquie, ce que je considère très grave, ou bien le référendum farce au Chili. Je crois que nous avons aussi des événements en Pologne, nous avons des choses beaucoup plus importantes qu'un débat philosophique. 11 septembre 80, de passage à Paris, il est l'invité du journal de midi d'Antenne 2. Mais un tel coup d'État militaire éloigne bien sûr cette perspective parce que ça nous inquiète et je crois que ça montre aussi que ce n'est pas une solution. Je dis toujours, je le dis depuis 1968 aux communistes italiens où j'ai beaucoup d'amis, je dis écoutez, on ne peut pas être, parce qu'ils disent nous sommes avec Dubček, mais nous avons des rapports avec Husak. Je dis on ne peut pas être amis à la fois de l'assassin et de sa victime parce qu'il faut quand même, il y a un moment quand il faut choisir qui est le vrai allié. Et je comprends très bien que c'est un choix très difficile, mais en tout cas, je veux dire que le Parti communiste italien est allé assez loin dans son analyse, c'est-à-dire il dit qu'il ne s'agit pas seulement des détails, des événements... Le même soir, il s'exprime sur la situation en Pologne au cours d'un meeting organisé par le Parti socialiste français. À ses côtés, Georges Sarr, député socialiste de l'Assemblée européenne et conseiller de Paris. Ils sont allés assez loin dans leur analyse. « 28 septembre 80, manifestation du Parti socialiste italien à Terni, petite ville du centre de la péninsule. Le débat est organisé entre les représentants des principaux partis politiques. L'échange de vues va porter sur des questions d'actualité internationale. Quello di continuare a lavorare per trasformare modelli precostituiti di società. Géry Pélican s'est rapproché du Parti socialiste italien, dont il n'est toutefois pas membre. Entre lui et le Parti communiste italien, il n'y a pas eu de part et d'autre de réelles tentatives de rapprochement. Pélican garde néanmoins des amis parmi les communistes italiens. Avant de prendre sa décision, il m'a dit, nous étions de très bons amis, de camarades. Et il m'a aussi, je ne dis pas demandé mon avis parce que la décision c'était à lui, mais d'une façon très correcte, il m'a dit, comme ami et comme communiste, si je pensais que ce jour-là en Italie, il aurait pu créer des problèmes au Parti communiste. Et franchement, je lui dis non. Nous sommes assez forts pour nous débrouiller et c'est à toi de décider librement. Liquidez les criminels communistes. Les marxistes exploitent contre nous nos tribunaux. Défendez-vous en mettant le feu à leur maison. Suivez-les à chaque pas. Géry Pélican est en but à de nombreuses menaces. En 1975, il échappe à un attentat. En Tchécoslovaquie, depuis 1969, il est l'objet d'attaques virulentes reproduites dans la presse, allant jusqu'à les qualifier de nazis. On l'accuse de trahison. Devant ces menaces, Géry Pélican a réagi. Au lieu de se taire, il a écrit un livre, un témoignage, où il raconte sa vie de communiste, ses doutes, ses contradictions et son expérience du printemps de Prague. Tout de même en but à un certain nombre de menaces. Comment faites-vous pour vivre dans ce climat? Sapete, tutti i lavori hanno suo rischio. Un attore ha... Tous les métiers comportent leur risque. Un acteur court d'autres risques qu'un politicien et il existe des situations bien plus difficiles que celle-là. C'est évident, nous recevons des téléphones antipathiques, nous recevons continuellement des lettres désagréables. La première est un peu choquante et surprenante, mais quand arrive la seconde, la troisième, puis 10, 20, 30, on finit par s'y habituer. On tient compte du fait que ce métier comporte aussi cette difficulté, c'est tout. Juin 79, Géry Pélican est élu député au Parlement européen. Il était candidat sur une liste du Parti socialiste italien, dont il n'est pas membre, rappelons-le. Durant sa campagne électorale, il a clairement annoncé qu'il serait avant tout un porte-parole de la dissidence. Il a été entendu surtout par le nord industriel de l'Italie, où il a remporté des suffrages importants.
Le fait qu'il ait été longtemps au Parti communiste ne vous a pas gêné? Nous sommes pleins d'anciens communistes. Dans nos partis, il y en a des communistes qui reviennent sur l'origine, qui pour tous, socialistes et communistes, c'était commune. L'expérience a provoqué des changements. L'expérience tchèque, d'ailleurs, était tellement traumatique. Le fait que Jiří Pélikan soit d'origine étrangère, est-ce que cela ne pouvait pas être un obstacle à la récolte des voix? D'abord, n'a pas été un obstacle à la candidature. On n'a pas eu dans le parti aucune réserve. Personne n'a critiqué la décision de le proposer. Et j'avoue, je ne savais pas comment les électeurs ils auraient réagi. Et ça a été une surprise, franchement, de voir qu'il a été élu avec un suffrage très important. Il est un homme qui a des choses à dire au Parlement européen, à l'opinion européenne. C'est important que tous ces problèmes qui concernent les opposants au système autoritaire obtiennent une tribune importante. On va proposer une résolution pour essayer de sauver sa vie. Alors, il faut 21 signatures pour une situation d'urgence. Est-ce que vous serez gentil de le mettre aussi? Oui, je suis d'accord pour signer cette résolution d'urgence. Pour une résolution d'urgence, il faut avoir 21 signatures. Et il s'agit d'une tentative de sauver la vie de M. Kim, animateur de l'opposition démocratique en Corée du Sud, qui a été condamné à mort. Au Parlement européen, Pélikan fait partie de 2 commissions du Parti socialiste. L'une d'elles, la commission politique, s'occupe de tous les grands problèmes de politique extérieure dans le sens de la paix, de la détente et du respect de la démocratie. Elle touche bien sûr à la question des droits de l'homme et à celle des minorités, comme par exemple la situation des Kurdes ou des Sahraouis. Pélikan est aussi membre d'une commission où sont étudiés les rapports économiques entre la communauté européenne et les pays tiers, comme la Suisse, la Yougoslavie, le Comecon et les pays du tiers-monde. L'activité la plus importante peut-être de Pélikan, c'est l'Isti, revue d'opposition tchécoslovaque en exil de tendance socialiste. L'Isti est la continuation d'un journal qui, en 68 à Prague, contribua à répandre les idées nouvelles. Le journal est écrit aussi bien par des immigrés que par des Tchécoslovaques restés au pays et qui, souvent grâce à Pélikan, parviennent à transmettre des documents à l'Ouest. Mieux encore, l'Isti semble être distribué aussi largement en Occident qu'en Tchécoslovaquie, où le journal est clandestin. Autre journal d'opposition tchécoslovaque en exil, beaucoup plus ancien, témoignage de Pavel Tigrid. Imaginez-vous, il y a parmi les émigrés tchécoslovaques, aujourd'hui à l'Ouest, des gens qui étaient en prison pendant 10 ans, 12 ans, des gens qui étaient chassés de l'université, il y avait des gens qui ont travaillé dans les mines, et tout ça c'était fait par des camarades de M. Pélikan, pas par lui-même. Alors, évidemment, aujourd'hui, quand on voit ces mêmes politiciens, si vous voulez, à la télévision, dans les meetings, à l'université, etc., alors pas mal de gens se disent, voilà, où nous sommes, ils ont, c'était les maîtres il y a 20 ans en Tchécoslovaquie, et maintenant on les voit partout prêcher la liberté et la démocratie. Et on peut comprendre ça. Par contre, pour nous, journalistes et même politiciens, c'est important qu'un témoignage est fait par des gens comme Pélikan, par les camarades qui ont vécu. Parce que si nous avons dit toujours pendant 20 ans, ce système stalinien, post-stalinien, c'est un système réactionnaire, c'est un système concentrationnaire, mais qui a écouté? Parce que nous étions battus, nous étions chassés. Mais si un Pélikan vient aujourd'hui et dit attention, dit à l'Université de Genève par exemple aux jeunes, attention, qu'est-ce que se passe si un parti comme le nôtre devient le parti tout puissant, alors voilà qu'est-ce que s'est passé. Voilà, moi, Pélikan, en exil moi-même, comme croyant, comme communiste. Et ça pèse. Alors voilà, pour une raison tout à fait tactique, si j'ose dire, je suis très heureux que les gens comme Pélikan
témoignent et disent qu'est-ce que nous avons dit pendant 20 ans. Voilà, Jiří Pelikan. Ce qui ressort du film que nous venons de voir, également dans des livres que vous avez écrits, S'il me tue, c'est que vous avez adhéré au Parti communiste. Le communisme est devenu votre idéal par besoin de justice. C'est bien exact. Oui, c'est juste, j'ai adhéré comme exactement en septembre 1939, c'était le commencement de la Deuxième Guerre, et c'était surtout pour la volonté de faire quelque chose contre l'occupation nazie. Bien sûr, je pouvais adhérer à un autre groupe, mais comme le Parti communiste était entré dans la clandestinité, était prêt de combattre les ennemis nazis, comme dans mon frère, que malheureusement il est mort justement l'année dernière en Tchécoslovaquie, qui était militant du parti déjà avant la guerre, m'a beaucoup influencé. J'étais sensibilisé par la guerre civile en Espagne, parce qu'on disait, les communistes disaient, devant Madrid, nous défendons Prague, et ça s'est montré correct, parce qu'après la chute de Madrid, Prague aussi a été occupée par Hitler. Alors c'était surtout pour cette, si vous voulez, pour cette émotion, soit de justice et aussi de défendre mon pays, que j'adhérais à une collectivité, parce que comme seul, vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses, mais dans une famille, dans une organisation, vous pouvez peser de plus, même si c'était, comme disait Otachik, c'était une activité qu'on peut dire peut-être illusoire, parce que la guerre était décidée sur les fronts. On a distribué les tracts, on a fait un travail clandestin, mais on avait quand même besoin de faire quelque chose. Il y avait en vous un enthousiasme réel. À partir de quel moment avez-vous commencé à ressentir une forme de désenchantement? Alors, vous savez, je crois que ce qui l'a pesé dans mon développement politique, et je crois beaucoup de mes amis de ma génération, c'était que nous sommes donc entrés dans le parti pendant la résistance. À la résistance, c'était nécessaire d'avoir une foi, même aveugle, on peut dire, parce qu'autrement c'était difficile de survivre, une discipline, et une certaine même sorte de fanatisme ou intolérance. C'était nécessaire à cette époque parce qu'il y avait l'ennemi, il n'y avait pas beaucoup de nuances politiques, mais ce qu'il était mauvais, que nous sommes entrés avec cette mentalité dans la République déjà libérée en 1945. Mais encore là, le Parti communiste faisait une politique, aujourd'hui on le caractériserait comme une politique eurocommuniste, c'est-à-dire le Parti communiste de Gottwald disait nous voulons un socialisme tchécoslovaque différent du modèle soviétique, nous n'avons pas l'intention de faire la censure, la collectivisation de terres, etc., etc. Et alors, ce parti a gagné dans les élections, disons, relativement libres en 1947, parce que 38% des votes. Alors, on pouvait se sentir à l'aise. Seulement, c'était, je crois, le moment décisif quand j'en suis entré en crise profonde. Je ne parle pas de pacte de Hitler-Staline, qui était aussi, pour moi, déjà la première crise, mais elle était vite surmontée par la guerre et tout ce qui l'a suivi, et le rôle important de l'Union soviétique dans la lutte contre Hitler, sans négliger la participation des autres pays alliés. Mais c'était que le parti a pris le pouvoir absolu. Tout d'abord, c'était dit c'est une question transitoire et il faut faire des mesures peut-être discriminatoires dans l'intérêt pour ouvrir la voie plus vite vers le socialisme. Et là, je crois que c'était, je le sens au moins comme une grande responsabilité, que même si je n'étais pas aucun leader du parti, mais quand même, on a toléré et on a couvert par le silence et par l'approbation un processus de répression contre les non-communistes tout d'abord, les sociodémocrates, les socialistes, les catholiques, les chrétiens, les trotskistes, qui étaient... et puis, nous nous sommes rendus compte de ce phénomène tragique seulement quand cette répression s'est abattue aussi sur les communistes, et même, c'est-à-dire dans le fameux procès de Slansky dont nous avons mentionné le témoignage de mon ami très cher Arthur London dans son livre et dans son film de l'aveu. Alors là, je crois que vraiment, comme c'était dit dans le film, c'était distribué les billets pour participer, les tickets pour entrer au tribunal. J'étais une demi-journée. Alors j'étais abattu, mais quand même, ce qu'aujourd'hui je me rapproche, comment tu pouvais avoir des doutes, parce que j'avais des doutes.
mais je l'ai supprimé. Vous savez, quand vous êtes membre du Parti communiste et vous êtes intellectuel, quand vous avez des doutes, vous dites peut-être ce sont des réménances de votre mentalité petite bourgeoise. C'est quand même le parti, parce qu'il faut dire que si vous entrez dans un mouvement, vous n'êtes plus tout à fait libre, parce que vous êtes entré volontairement, c'était bien mon cas, mais une fois vous êtes dans une partie ou dans un mouvement, vous devez tenir compte des opinions des autres, de sa politique générale. Alors dans ce sens, je me sens co-responsable parce que je suis resté dans le parti, j'avais des doutes que j'ai supprimés et je sens aujourd'hui, je dois le dire, honte que je ne pas reconnu tout de suite que c'est quelque chose d'impossible. Et c'était seulement après la mort de Staline, après le rapport de Khrouchtchev, après la rencontre avec Gérard London à Bulgarie dont il a raconté, que je me suis convaincu que mes doutes étaient justifiés et j'ai senti ça comme une sorte de gangrène. Je dis, je me suis fait co-responsable de ces crimes qui n'étaient pas possibles dans la Première République, qui étaient possibles sous le drapeau du socialisme. C'était une crise terrible. Et bien sûr, vous pouvez me dire, alors, à ce moment-là, soit on devait crier le désaccord et quitter le parti, je me trouverais dans ce cas-là... En tout cas, de lutter contre la gangrène, non? Non, dans ce cas-là, j'aurais me trouvé avec les amis comme Pavel Tigrid, avec les gens qui étaient persécutés ou exilés. Bien sûr, c'était une solution. Ou bien l'autre, c'était rester dans le parti avec l'espoir, si vous pesez ce qu'il y a comme positif dans le mouvement, parce que tout, le procès n'était pas tout, ça serait une attitude ou une impression seulement superficielle. Il y avait beaucoup d'autres évolutions aussi positives, etc. Alors de peser. Et comme très vite, vous savez, dans l'histoire, 2 ou 3, 4 années, ce n'est pas beaucoup. On a vu depuis la mort de Staline les commencements de changement, la réconciliation avec la Yougoslavie, et puis le rapport, déjà des mesures avant le rapport de Khrouchtchev, mais le rapport qui était une culmination. Je me suis dit quand même, déjà le fait que ce système a été capable de dénoncer ses propres crimes, c'est déjà un signe de l'espoir, parce que entre nous, même dans les pays occidentaux, on ne trouve pas toujours que les pouvoirs sont capables de faire une autocritique, par exemple, pour les crimes commis dans les pays anciennes colonies. Alors, je me suis dit, une fois qu'on dit des choses, même si le rapport de Khrouchtchev était superficiel, il a essayé de mettre toute la culpabilité sur une personnalité, c'est-à-dire Staline, il n'a pas analysé les raisons réelles de cela, mais je me suis dit, c'est quand même un espoir, et je me suis engagé avec beaucoup d'amis, justement, surtout le professeur Schick, qui était un père des réformes économiques et aussi politiques chez nous, avec Goldsticker, avec tous les autres, pour aller graduellement, peut-être, pour choisir cette voie peut-être plus difficile, pour créer une situation dans laquelle les crimes de ce genre ne pourraient plus se répéter. Alors je dirais que depuis 1953, en effet, c'était le printemps de Prague qui a commencé à l'intérieur de nous. C'était un mouvement qui était très contradictoire parce qu'on avait eu des avances, on a eu des défaites, etc. Mais toujours quand j'ai évalué, est-ce que c'est mieux de sortir, parce que dans un régime où le Parti communiste est la seule plateforme politique, vous sortez, vous vous trouvez peut-être avec votre conscience plus tranquille, mais complètement comme observateur. Ou bien vous vous engagez à l'intérieur du parti et avec des autres, parce qu'il y avait, et je crois que ça c'est une chose qui peut intéresser le public occidental, les partis communistes ne sont pas des monolithes comme on pense quelquefois ou qu'on a l'impression de la presse. Ce sont aussi des milliers de gens qui pensent d'une manière, il y a des opportunistes bien sûr, il y a des cyniques, mais il y a beaucoup de gens sincères qui pensent, seulement on ne le voit pas, parce qu'il y a le système central qui ne permet pas ces licences de s'exprimer. Mais ça a été, je dis, ça a commencé depuis 52-53. C'est ça, on va de 1948 à 1968. D'une part, la Tchécoslovaquie a connu de nombreuses épurations, de nombreux procès, dont vous aviez connaissance d'une manière ou d'une autre. Et d'autre part, vous, de votre côté, vous avez été amené à occuper, à assumer des postes importants, c'est incontestable. Alors, ça sera ma question, est-ce que vous avez dû, en quelque sorte, donner des gages au régime en place, au pouvoir, qui, à ce moment-là, tenait en main les rênes du pouvoir?
Oui, bien sûr, par le fait même que j'ai adhéré au parti où j'étais son député, où j'étais un des dirigeants des mouvements estudiantins. Bien sûr, je ne participais pas aux décisions. C'est un aussi problème que le parti est dirigé par après la prise du pouvoir, par un groupe très restreint. Mais bien sûr, le parti a besoin de ces activistes, des militants comme moi, et j'ai donné ce gage dans le sens, pas pour des raisons qu'on peut penser peut-être aujourd'hui de carrière, de ça, parce qu'on a toujours, disons, payé toute cette contradiction, parce que si après on arrive à la télévision, les autres ont dit oui, Pélican disait cela ou cela, ce n'était pas que ça est tombé du ciel, c'était quelque chose qui s'est développé à Monterrier comme d'autres. Alors je disais que bien sûr, je me suis toujours dit, alors par exemple, si tu vois quelque chose que tu considères injuste, comme par exemple les épurations à l'université, je faisais pas seulement des discussions, des rapports, je faisais même des discours que j'ai conservés, dans lesquels j'ai critiqué, par exemple, les attitudes de certains gens, parce qu'on ne peut pas tous mettre sur le compte des Russes, comme on le fait quelquefois, même sur le compte de Gottwald. Il y avait aussi initiative de la base, il y avait des vengeances personnelles, il y avait des mouvements qu'on ne pouvait pas complètement contrôler. Alors, je crois que c'est là, bien sûr, nous sommes, je dis, je ne refuse pas cette responsabilité, parce que cette responsabilité existe, et si je peux dire, pour moi, la seule forme possible de l'autocritique, c'est de m'engager pour que ces choses injustes ne seront plus possibles dans l'avenir. Parce qu'on pourrait faire une déclaration et s'en aller de la scène. Bien sûr, je dis, ça pourrait être peut-être plus honnête dans le moment donné, mais je crois moins efficace. Enfin, vous avez été étroitement lié au devenir du printemps de Prague, à sa montée et à sa chute. Est-ce que cette chute n'était pas inévitable? Si je vous en parle, c'est bien sûr eu égard aux événements dont nous avons connaissance et qui se passent en Pologne. Je crois que la chute n'était pas inévitable. Parce que, tout d'abord, c'est un mouvement qui est sorti de l'intérieur, soit du parti, soit de l'opinion publique, parce que c'était là notre avantage, et c'est la différence avec la Pologne, qu'une partie, au moins, du Parti communiste, qui avait passé les gens comme Smrkovski, comme Dubček, comme Goldsticker, comme London, etc., qui ont passé cette expérience, étaient très sensible aux besoins de la base, était très ouvert au dialogue et conscient de faire des réformes qui a proposé Otachik, Mlinage et des autres. Alors c'était déjà quelque chose, tandis qu'en Pologne, cet éclat, ce changement est venu complètement en dehors du parti, de la base ouvrière. Nous avons eu la chance, je crois en 68, d'arriver à une sorte de réconciliation nationale, c'est-à-dire les gens qui étaient discriminés avant, qui étaient les victimes, étaient prêts de recommencer. Et je crois que, bien sûr, il y avait des résistances aussi, des dogmatiques, des forces, ce n'est pas autrement possible. Mais je crois qu'une grande illusion, une grande erreur de la direction de Dubček et de nous tous était, qui se d'ailleurs reflète aussi de cette interview que je vous ai donnée en 1968, au mois de mars, je crois, que nous avons eu cette illusion que l'Union soviétique, après ce qui s'est passé en Hongrie, après le 20e congrès, s'il ne devait pas soutenir ou encourager, au moins qu'il pouvait tolérer ce développement qui n'était pas contraire, qui n'était pas dirigé contre l'Union soviétique. Je crois que c'était une erreur et je crois que si Dubček aurait averti, avait évalué bien ce danger d'intervention soviétique, s'il aurait averti les dirigeants soviétiques, par exemple, pendant la rencontre de Tcherna au commencement d'août, que nous sommes et nous restons les alliés, nous ne voulons pas sortir ni du pacte de Varsovie, ni du Comecon, mais si on veut nous imposer quelque chose, nous allons nous battre et mobiliser en même temps l'armée et la milice ouvrière, comme lui ont conseillé d'ailleurs Ceausescu et Tito pendant leur visite au mois d'août. Je crois que ça pourrait peut-être, je ne sais pas si ça pourrait seulement ajourner l'intervention, mais ça pourrait peut-être créer une situation dans laquelle on pourrait trouver notre compromis. En 1968, vous ne croyiez pas à la possibilité d'une intervention des chars soviétiques. Aujourd'hui, les Polonais ne semblent pas croire à la vraisemblance d'une intervention des chars soviétiques. Vous aviez tort en 68. Est-ce que les Polonais n'ont pas tort aujourd'hui, même si les circonstances sont différentes? C'est une question, bien sûr,
que je me pose avec beaucoup d'angoisse parce que je suis avec tout mon cœur, avec les ouvriers, avec le peuple polonais. C'est un grand espoir, pas seulement pour la Pologne, mais pour tous les pays de l'Europe centrale, de l'Est, parce que ça peut ouvrir des voies nouvelles à une solution, à un nouvel espoir. Mais bien sûr, je ne peux pas me cacher les contradictions qui existent, parce que il y a d'un côté, la première question qui me tombe, est-ce que c'est possible qu'un mouvement de renouveau peut avoir du succès dans un seul pays, à l'intérieur du bloc soviétique? Parce que l'expérience de la révolte de Budapest 56, des printemps de Prague, etc., montre plutôt le contraire. Et moi, je l'écris dans mes livres et dans mes articles, que je pense qu'un tel succès est possible seulement à condition que ces mouvements pour la démocratisation du système socialiste se développent simultanément en 2 ou 3 pays, c'est-à-dire Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie par exemple, parce que je crois que dans ce cas-là, la direction soviétique devrait beaucoup plus hésiter avant d'utiliser les chars et peut-être chercherait une autre solution. Mais il est aussi vrai que si aujourd'hui, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, il y aurait un mouvement de masse pour soutenir le mouvement polonais, ça aurait rendu les soviétiques plus nerveux et ça leur donnait une chose pour intervenir. C'est une contradiction. Et le même problème, c'est au sujet du rôle du parti. Le parti polonais a seulement subi cet éclatement de la base ouvrière. Il a fait des concessions importantes, comme le syndicat indépendant, le droit à grève, mais on voit bien qu'il veut récupérer le terrain perdu. Et je crois, si le parti, mais dans le parti polonais, je suis convaincu aussi, il y a des gens, vous avez vu, peut-être, on n'a pas observé, il y avait Stefan Olszewski, par exemple, qui a travaillé avec moi pendant des années à Prague, que je connais très bien, et il y a des gens qui pensent, qui passent par différents aussi méandres du pouvoir, etc. Et je crois que si on ne peut pas dans le régime comme tel aboutir à une institutionnalisation, je m'excuse pour mon français, facile, oui. Parce que depuis que je suis maintenant beaucoup plus en Italie, oui. Je commence à oublier un peu mon français. Mais de toute manière... Non, mais je vous le dis, on ne peut pas faire sans avoir l'alliance à l'intérieur du parti de l'État. Et ce qui me préoccupe, mais quand le parti devient elle-même le porte-parole du mouvement de réforme, comme c'était le cas du Parti communiste tchécoslovaque 68, c'est là une des raisons pour les soviétiques d'intervenir. Alors je crois que tout est encore incertain et il faut seulement avoir l'espoir, mais aujourd'hui, je ne dirais plus avec la même certitude que j'ai dit. Je crois que je n'ai pas le droit de le dire sans tomber dans un fatalisme, parce que la situation quand même est différente. Soit en Pologne, il y a la classe ouvrière consciente, il y a l'Église catholique avec son moral, il y a la terre aux paysans, et aussi la situation internationale est changée quand même. Alors je crois qu'il y a des conditions que ça peut aller, si le mouvement reste assez fort, ne se laisse pas diviser. Mais je crois qu'il y a un danger s'il y en a, et c'est là la différence avec le 68 tchécoslovaque, il y a un danger que les forces conservatrices dans l'appareil du parti communiste polonais et de la police et de l'armée, qui eux-mêmes peuvent étouffer ce mouvement en divisant le mouvement nouveau syndical. Cela étant, les expériences ayant été celles que vous avez connues, est-ce qu'aujourd'hui vous croyez encore au socialisme? Oui, si je parlais avant de la foi, de la grande foi, je dis qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus rationnel, parce que je ne suis pas plus convaincu que le socialisme c'est un résultat inévitable du cours de l'histoire comme j'étais avant. Et puis je me pose même la question, qu'est-ce que nous comprenons sous cette expression socialisme? Si vous permettez, je voudrais vous dire qu'est-ce qu'on pense dans les pays de l'Est à travers cette anecdote soviétique de Radio Yerevan, on demande, quelqu'un qui demande Radio Yerevan, c'est la République d'Arménie, quelle est la différence entre le socialisme et le capitalisme? Et Radio Yerevan, après quelques semaines de silence, répond, la différence est très claire, parce que tandis que sous le capitalisme, l'homme est exploité par l'homme, sous le socialisme, c'est exactement le contraire. Et ça montre un peu, vous savez, parce que beaucoup de choses, de pensée politique s'expriment dans l'humour, dans les plaisanteries, comme d'ailleurs, pour ajouter, ça vous concerne, une autre question, c'était est-ce que c'est possible de construire le socialisme en Suisse?
Et la réponse était, en principe, c'est possible, mais ça serait dommage. Et ça montre un peu le scepticisme des gens. Alors, si on comprend le socialisme comme une société caractérisée par le monopole du pouvoir du Parti communiste, qui représente, disons, la classe ouvrière, ou elle prétend représenter, par l'étatisation de tous les moyens de production, c'est-à-dire le modèle soviétique, alors je crois que ce socialisme n'a pas l'avenir. Mais si on comprend le socialisme comme une société qui donne plus de liberté, plus de justice, plus de participation des citoyens au contrôle du pouvoir et à la gestion politique et économique du pays, on peut dire qu'on trouve les éléments du socialisme dans les pays qui ne s'appellent pas même socialistes. Bien sûr, il n'y a pas une réponse parce qu'il n'y a pas aucun exemple concret. Malheureusement, tous les légendes, tous les modèles sont tombés un après l'autre et il faut tous réinventer. Et je crois que... Mais il y a un problème. Il y a un problème que la société de la démocratie parlementaire, qui représente quand même une grande pas en avant, n'est pas capable de résoudre les contradictions qui existent. Parce que, vous savez, je vis quand même en Italie, je vois beaucoup des injustices qui existent là-bas, et pas seulement là-bas, il y a le tiers-monde. Alors nous sommes vers la fin du siècle, je crois nous serons devant un problème. Est-ce que comment sortir de cette pénurie de l'énergie, des matières premières, alimentaires, de la crise, de l'explosion démographique? Alors comment distribuer cette pénurie? Parce qu'il n'y aura pas une société communiste, comme Marx a prévu, de l'abondance. Ça, c'est une utopie qui a été créée avec l'idée du monde occidental seulement. Il y aura une société de l'austérité. Alors, on peut soit distribuer ces choses pour que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, ou bien d'une manière plus juste. Et je crois que ça sera la chance du socialisme. Est-ce que le socialisme sera capable d'affronter ce problème, ou bien est-ce que la société industrialisée des capitalistes, disons, seraient capables de trouver des remèdes au chômage, à la crise économique, énergétique, etc., et résoudre. Si elle serait capable de résoudre ces problèmes en préservant la démocratie, parce qu'il ne faut oublier que la démocratie aujourd'hui, c'est un phénomène minoritaire. Parmi les 140 pays qui sont membres de l'ONU, il y a à peine 27, je crois, qui ont un système démocratique. Alors, s'ils seraient capables de résoudre, je serais le premier de reconnaître que cette société est plus ouverte aux réformes, aux transformations, et que le socialisme n'a pas montré sa capacité de résoudre ces problèmes principaux. Oui, vous avez raison, il y a là un défi essentiel. Il n'en reste pas moins que la formule socialiste que vous êtes en train de brosser n'a plus grand-chose à voir avec le socialisme de vos 16 ans. Oui, bien sûr. Et à celui que vous avez vécu. Oui, bien sûr, c'est un socialisme qui est déformé, si on peut dire, ou qui est complètement parti de l'idéal original du socialisme. Je crois, bien sûr, comme ça a ses raisons objectives, parce que la première révolution socialiste n'a pas gagné dans un pays le plus développé, comme prévoyaient Marx, Engels, Rosa Luxemburg, les autres penseurs socialistes, mais elle a au contraire gagné dans un pays qui était le plus sous-développé politiquement, économiquement de l'Europe, c'est dans la Russie tsariste. Puis l'isolement de cette révolution, la guerre, et tout cela, ça a créé le phénomène stalinien. Mais je crois qu'on ne peut pas, d'autre part, on ne peut pas justifier quand même cet état des choses, parce que je serais même capable d'accepter ces arguments qui disent certains historiens communistes ou marxistes, il faut comprendre cela. Je dis, si on peut voir une tendance qui serait vers ce que Marx prévoyait, que le périssement de l'État, une démocratie plus large, mais on voit le contraire. On voit dans le cas de l'Union soviétique, 60 années après la révolution d'octobre, le renforcement de l'État, de sa répression, la peur. Comme je l'écris dans mon livre, la première station radio de Leningrad, de Pétersbourg, avait peur aux pays occidentaux et cette petite station radio. Aujourd'hui, l'Union soviétique, la plus grande puissance militaire, et la peur des tracts, des livres, et la peur des dissidents. Alors, je crois que ça, c'est quand même, on ne peut pas expliquer cela, que c'est un échec de ce modèle, et je ne peux pas accepter, pour moi, je crois, aucune perspective socialiste sans un refus total et absolu du modèle soviétique comme un État totalitaire qui est contraire aux principes socialistes. Enfin, vous avez été amené à choisir...